Bonsoir, ici c'est Jane Gombe. Aujourd'hui, vous regardez un épisode spécial. Une émission spéciale également, parce qu'aujourd'hui, nous recevons l'auteur de cet ouvrage, Monsieur Terja Okuno. Un ouvrage, La crise sécuritaire au Mali, avec une préface signée du docteur Kalibou Sidibé. Tout au long de l'émission, l'auteur nous racontera ce qu'il a dit dans son livre, les approches et les solutions, les idées du conflit. Et moi, personnellement, pour avoir lu le bouquin, j'ai mieux compris ce qui se passe au Mali. En espérant dans cette chronique que vous compreniez mieux ce qui se passe au Mali aussi. Par contre, nous savons qu'également, quelques mois après notre arrivée au Mali, le pays a traversé une, crise politique qui a donné lieu à deux coups d'État. Alors, je ne pense pas que les autorités maliennes sont dans la perspective de céder ou de balkaniser une région de territoire. 80% du territoire malien était sous occupation des rebelles. Alors, ce qu'il faudra aussi retenir, c'est que le conflit malien n'est pas un conflit entre chrétiens et musulmans. Vous savez que le Mali a son 5e cycle de rébellion. Bienvenue à ta chronique, ici c'est Jane Gombe. C'est parti. Bienvenue à ta chronique, ici c'est Jane Gombe. Aujourd'hui, nous recevons M. Terja Okuno, qui est là pour nous parler de cet ouvrage qui est sorti chez l'Harmattan, Crise sécuritaire au Mali. Alors, M. Okuno, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Comment allez-vous? Merci. Bon, on va arrêter de se fourvoyer pour faire un peu plus simple. Ok. Alors, première question. Pourquoi le choix de ce livre? Pourquoi écrire un livre sur le Mali? Alors déjà, il faudra savoir qu'il y a une sorte de lien qui existe entre moi et le Mali, dans la mesure où j'ai eu à vivre au Mali, j'ai eu à étudier au Mali, j'ai eu à travailler au Mali. Et cet ouvrage n'est en fait que le résultat d'une étude que nous avons menée sur le Mali, au Mali, pendant notre période de séjour au Mali. Il y a une chose que j'avais à vous poser parce que votre nom c'est Terja Okuno, il y a une suite, c'est Ayakotapoko. Quelqu'un m'aurait dit que Ayakotapoko, ça veut dire celui qui est venu visiter le monde. Est-ce que vous allez écrire un livre sur chaque pays que vous allez visiter? Très bonne question. Déjà, Ayakotapoko est issu du langage Kouyou, Ayakotapo, qui signifie il est venu visiter le village. Ce qui signifie que notre rôle sur cette terre, c'est de pouvoir parcourir la terre. Ok. Évidemment, s'il plaît à Dieu, nous serons en mesure de rédiger des livres sur différents contextes où nous Donc, visiterons. on aura beaucoup de livres sur beaucoup de pays. Inch'Allah. Alors, je vais faire un peu le parcours de votre vie. Vous avez étudié à Mariangouabi. Ensuite, vous êtes allé au Mali. Alors, au Mali, vous avez étudié quoi exactement? Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous avez 3 masters ou 4 masters, je ne sais plus. Alors, nous avons étudié à Mariangouabi, notamment au niveau de la faculté des lettres. Nous avons fait le premier cycle au niveau du département de langue vente étrangère. Par la suite, nous avons également fait notre premier master à l'université Mariangouabi. Et après notre premier master, nous avons été boursiers de l'Union africaine, qui nous a conduit évidemment au Cameroun, où nous avons fait nos études de master également au Cameroun, en tant qu'interprète de conférence. Et par la suite, nous avons étudié au Mali, nous avons fait un master en relations internationales et diplomatie. Vous avez passé combien d'années au Mali? Très exactement. Alors, au total, j'ai passé 5 ans au Mali. 5 ans? Oui. Okay. Vous êtes allé depuis 2012, 2013? Alors, notre première arrivée au Mali était en 2020. 2020? Oui. Nous sommes arrivés en 2020 et nous y avons séjourné jusqu'en 2025, début 2025, avec quelques intervalles d'interruption. Et ça, c'est une question que je vous pose personnellement. De ce que nous savons et de ce que vous avez relaté un petit peu dans votre livre, le conflit a commencé en 2012, juste après la mort de Muammar Kadhafi. Et le Mali a pratiquement percé 5 années, de 2012 à 2017, période d'insécurité. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Et vous, jeunes Congolais, que vous arrivez au Mali, comment est le climat au Mali? La crise malienne a commencé en 2012 à la suite de la chute du régime libyen. Et il y a eu beaucoup de développements dans le cadre de cette crise allant de 2012 jusqu'à notre arrivée au Mali. Et je dois avouer que la situation sécuritaire, en tout cas au moment où nous sommes arrivés au Mali, était assez complexe. Okay. Dans la mesure où il y avait des territoires qui étaient sous occupation d'anciens rebelles, notamment au nord du Mali, avec des dynamiques assez particulières que nous allons observer au niveau du centre du Mali, avec la montée de nouveaux groupes terroristes, dits terroristes, mais aussi des conflits intercommunautaires. Nous qui étions, par exemple, basés au niveau du sud du Mali, notamment à Bamako, la situation était assez apaisée comparée aux régions du centre et du nord. Par contre,
Nous savons qu'également, quelques mois après notre arrivée au Mali, le pays a traversé une, je dirais, crise politique qui a donné lieu à 2 coups d'État D'accord. Oui. et des changements de régime. Alors, dans votre livre, vous êtes plus basé sur la région de Mopti. Et j'ai vu que la région de Mopti, pour moi personnellement, je ne connaissais pas. Puisque quand on regarde dans les infos, on nous parle du Mali de façon générale. Donc au nord du Mali, et qu'il y a des conflits. Mais la région de Mopti, j'ai vu que c'est quand même 79 000 km². Ça ressemble pour moi pratiquement à un pays. C'est vrai. Très souvent, ce qu'on a, on a l'habitude de suivre à la télé, c'est qu'il y a eu beaucoup de reportages, beaucoup de documentation sur la crise du nord du Mali Oui. et centre du Mali. Et comme vous avez su le dire, de par sa superficie, on peut comprendre l'importance de cette région. C'est une région également qui est une région charnière puisqu'elle sert évidemment de pont entre le nord et le sud, mais aussi avec les pays limitrophes tels que le Burkina Faso. Oui, oui, j'ai vu. Et ce qui est bien, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans votre ouvrage, c'est la façon que vous avez présenté la région et l'importance qu'il y a à cette région pour le Mali pour que, jusqu'aujourd'hui, le président actuel malien ne veut pas céder cette région-là. Et cette région est très stratégique par rapport à tous les pays du Sahel. Mais honnêtement, ce que j'ai beaucoup retenu, c'est comment vous avez présenté le conflit, les intérêts de chacun. En lisant votre ouvrage aussi, je me suis porté sur la question, si jamais on cédait cette région-là, est-ce qu'on n'aurait pas la paix dans cette zone-là? Alors, céder la région est une option, je dirais, très difficile C'est à, vrai que céder la très région, parce qu'en ce moment, difficile il y à... a 3 groupes là-bas en ce moment qui revendiquent cette région, mais bon. Alors, je ne pense pas que les autorités maliennes sont dans la perspective de céder ou de balkaniser une région du territoire. Il est important de noter que, de par la devise du Mali, nous parlons d'un peuple, d'une foi. Ce qui signifie que le Mali, dans le cadre de son territoire, devrait préserver l'unité nationale et également l'unité territoriale. Et autant que leader politique, je ne pense pas que les autorités maliennes considéreront une option de balkaniser ou de séparation de son Et territoire. c'est ce que vous avez noté dans votre livre. En lisant le livre, en tout cas, j'ai beaucoup appris sur le Mali, sur les peuples du Mali. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un peuple vraiment très riche avec une belle histoire. Maintenant, j'ai une question. Je sais que vous avez dit que c'était une analyse dynamique sur le conflit. Je sais que vous avez légèrement sous-entendu pour une approche de solution pour ce conflit. Est-ce que pensez-vous que ce conflit aura une solution? Affirmatif. Je pense que tout conflit civil, Oui. que d'autres personnes appellent par guerre civile, a toujours une solution. La première des solutions, elle est politique. Il faut une volonté politique pour pouvoir mettre fin à un conflit qui perdure depuis plus d'une décennie. Et juste pour rajouter, Oui. vous dites une volonté politique. Mais en 2012, quand le Nord a été attaqué, cette région de Mopti qui est un peu divisée, la France avait envoyé des troupes qui ont essayé de calmer cette histoire. Et aujourd'hui, les Français ne sont plus sur le territoire. Est-ce que ça fait toujours partie d'une volonté politique pour pouvoir calmer cette situation, stopper la situation, ou ça demandera plus qu'une volonté politique? Alors, déjà, pour la petite histoire, cette crise-là a commencé, comme je le disais tantôt, en 2012 avec les régions du Nord. Oui. Et elle s'est par la suite répandue vers le centre pour atteindre Mopti. 80% du territoire malien était sous occupation des rebelles. Okay. C'est avec l'intervention, évidemment, de la France à travers l'opération Serval, qui a été initiée par le président François Hollande, que le gouvernement malien, à travers les forces armées maliennes et la force Serval, ont pu repousser la menace jusqu'à vers les régions du Nord. Et parlant de la volonté politique et de le départ de la force française, je suis convaincu que chaque État souverain, soucieux des intérêts de son peuple, y compris la sécurisation de son territoire, fera preuve de volonté politique. Et cette volonté politique peut se traduire à travers plusieurs mécanismes. On peut voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur le terrain par le gouvernement malien pour pouvoir éradiquer la menace. On voit aussi qu'il y a des mécanismes de coopération qui sont mis en place au niveau sous-régional avec le Burkina, le Niger, notamment la création de l'AES, pour pouvoir aller vers une meilleure coordination des opérations sur le terrain. Puisque la menace terroriste aujourd'hui, elle n'est pas que malienne. Elle se répand dans l'ensemble des pays du Sahel, mais elle va aussi maintenant vers les territoires, les pays côtiers.
de l'Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée. Oui. Ce qui nécessite évidemment une convergence des actions, mais aussi des stratégies. La préface de votre livre a été signée par le docteur Kalibou Sidibé. Je note ce qu'il a dit ici que j'ai relevé. Il dit ceci: la violence intercommunautaire et djihadiste qui touche la région de Mopti au centre du Mali ne peut être réduite à un affrontement entre groupes armés ou entre communautés rivales. Moi, je comprends là-dedans, je vous poserai la question. Honnêtement, on regarde dans la télé, on se dit que les djihadistes revendiquent que c'est une guerre pour l'islam, tout ça. Mais est-ce que réellement, ils ont un intérêt, ils revendiquent quelque chose de particulier, ces djihadistes-là? Ou c'est juste pour l'indépendance du territoire, pour vivre leur islam en paix? Très bien, très bonne question. Alors, ce qu'il faudra savoir, c'est que nous, en relations internationales, on a un principe qu'on appelle le PIB, c'est-à-dire les positions, les intérêts et les besoins. D'accord. Et très souvent, quand on entre en conflit, il y a des positions qu'on affiche. Oui. Et la position qu'on affiche est très souvent, elle dit, nous voulons la balkanisation, nous voulons l'indépendance, nous voulons ceci, Oui. nous voulons être libres. Oui. Mon finish, cette position cache les intérêts. Les intérêts peuvent être d'ordre économique, parce que dans cette zone, il y a des ressources stratégiques, par exemple. Mhm. Mais quand on va au-delà des intérêts, on se rend compte qu'il y a des vrais besoins des populations. Oui. Par exemple, l'accès à l'éducation, l'accès à des meilleures conditions, des opportunités pour tous, l'égalité de chance. Oui. Donc, tous ces concepts-là interviennent en situation de conflit. Oui. Et notre travail, autant qu'analyste, c'est de chercher à comprendre quelles sont les positions, quels sont les intérêts, quels sont les besoins réels des populations. Maintenant, pour répondre à votre question, il ne s'agit pas d'un conflit seulement entre les groupes djihadistes et les forces armées maliennes. Mhm. Il y a d'autres dynamiques. Oui. Et c'est ça la particularité du conflit au niveau du centre du Mali. On se rend compte qu'il y a une présence massive des milices. Ces milices-là, c'est des milices d'autodéfense. Chaque milice représente une communauté. Donc on est là confronté, je dirais, à une situation identitaire, une crise identitaire, un repli identitaire voire même, où chaque communauté se replie sur soi pour dire ce sont nos intérêts qu'on doit préserver, c'est notre communauté qu'on doit protéger. Et face à cette situation, il ne s'agit pas juste de dire que nous allons balkaniser le territoire ou donner un certain nombre d'accès à des individus, mais il faudra aller dans les besoins réels de la population pour pouvoir parvenir à une solution. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Vous avez répondu parce que justement, le docteur Sidibé, il complète à la fin, et ça j'ai noté, il dit ceci: il ne s'agit pas ici de trouver des coupables, mais plutôt d'apporter un éclairage sur les mécanismes qui alimentent ce cycle de violence et de proposer des solutions pour sortir de cette impasse. Quelle serait la solution pour sortir de cette impasse? Vu que chacun se replie sur soi et que chacun a son PIB, ce sera quoi le besoin pour sortir de cette impasse? La volonté politique. Je sais que dans le livre, c'est l'analyse. Évidemment, la volonté politique passe avant tout est la première solution. C'est-à-dire qu'il faudra que les frères maliens aient le courage de s'asseoir autour d'une même table et de discuter de l'avenir qu'ils veulent. Qu'ils acceptent évidemment de pouvoir se dire, nous sommes un peuple, le peuple d'un même pays, nous avons tous le Mali en commun, que pouvons-nous faire ensemble pour mettre à côté nos divergences, nos intérêts individuels, nos PIB, comme vous avez dit tout à l'heure, pour mettre en avant l'intérêt commun. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'il faut savoir que ces conflits intercommunautaux sont exploités par des groupes djihadistes. D'accord. Et sur une base très souvent religieuse. Et c'est là qu'il faudra mettre en place des mécanismes de consultation ou de dialogue au niveau local. Je coupe. Si c'est religieux, le Mali a 95% musulmans, selon vos recherches. Donc, je pense que le conflit religieux ne peut pas se porter à cette situation. Puisqu'ils sont tous musulmans. Ah, bon, je sais qu'il y a ces extrémistes. Mais je pense que le PIB serait peut-être au-delà de tout ça, non? Alors, ce qu'il faudra aussi retenir, c'est que le conflit malien n'est pas un conflit entre chrétiens et musulmans. Il ne s'agit pas d'un conflit interreligieux. La doctrine qui est portée par certains groupes djihadistes, c'est de créer un État islamique indépendant. Or, le Mali est un État laïque. Créer un État islamique signifie sortir du cadre
de la laïcité de l'État que le Malien a aujourd'hui et créer un État qui est basé sur la foi islamique et dans lequel la charia est appliquée. Or, la charia, c'est la loi islamique qui est très dure. Nous avons vu et documenté certains cas au nord du Mali, au centre du Mali, au cours de ce conflit, où évidemment des gens se sont vus être coupés des mains. Par exemple, vous voyez, comprenez un peu le concept. Oui. Donc c'est un peu ça, parce que le concept du djihadisme, ou de faire un djihad, n'est pas juste l'expansion de l'islam ou la protection des frères musulmans. Mais il y a aussi un troisième pilier du djihad qui consiste à déclarer anathème les autres musulmans qui ne pratiqueraient pas l'islam comme il se doit. C'est ce qui est noté dans le livre, oui. Exactement. Merci pour toutes vos analyses. Je vais juste poser une question. Alors, combien de temps vous avez pris pour écrire cet ouvrage? Alors déjà, il faudra savoir que l'ouvrage, c'est le résultat d'une étude menée sur le terrain qui a pris, je dirais, pendant près d'une année, parce qu'il a fallu évidemment faire la recherche documentaire, procéder aux analyses, mais aussi à la lecture, avant évidemment la consolidation finale, je dirais une année. Une année. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de la rédaction de ce livre? Évidemment. Déjà, la première difficulté est qu'il s'agit là d'un conflit en cours, très sensible. Ouais. Ce qui signifie que l'accès aux zones de conflit n'était pas possible. Nous n'étions pas en mesure d'entrer en contact avec les parties au conflit, vu la sensibilité du sujet. Pour ce qui est de l'avenir du Mali, notre souhait est que le Mali redevienne un pays en paix avec lui-même, mais un pays aussi intégré comme il a toujours été. Un pays, en passant, le Mali est un pays très hospitalier et un pays très touristique, puisque le Mali a été le berceau d'une grande civilisation à travers la présence de beaucoup d'empires. Mais y compris l'université de Tombouctou, qui est l'une des plus grandes universités du continent africain. Oui. Mais notre vision du Mali, ou les souhaits que nous formulons pour le Mali, c'est que les autorités maliennes en place, tout comme la société et la population malienne dans son ensemble, arrivent à trouver une solution à cette situation. Comme je le disais tantôt, cette solution implique la prise en compte des besoins socio-économiques des populations, tout en renforçant l'appareil sécuritaire du pays et en travaillant sur le positionnement stratégique politique du Mali à l'échelle continentale et mondiale. Merci, M. Okuno. On fera une petite pause, ensuite on attaquera la deuxième partie de l'émission. Vraiment. Abonnez-moi, il y a Star Times. Malheureusement, nous avons une semaine pour en revoir. Mais beaucoup de gens l'abonnement na poste. La pause à façon. Mais utilisons en termes de l'avantage que n'avez. Même pas. Star Times qui a la possibilité de tout l'abonnement en pause. Si courant élevé pendant longtemps, ou bien si vous s'absenter, vous pouvez tama. Même si vous connaissez un Place Nezola. Game Boy Gabao, 06 647 40 40. Avec ça l'abonnement na pause. Ah, mon frère, mais qui t'a pas envoyé, qui a combien? Qui t'a gagné 13 000. 13 050. Qui a gagné quitte à Star Time. La machine est là. Bagana Liga, il y a Mbappé. Bundesliga, il y a Allemagne. Bagana même, dans le championnat, il y a Cristiano Ronaldo. Madoka. Tonton, balak sabi ma série. Surtout kuna Kimana Mpaka, bagana Zimagique, bagana Novelas Plus, bagana Afro Novelas, bagana Nollywood, ba chaîne ibérique Zolakina. Et à partir du bouquet de 2550 francs CFA. Waouh! Mais c'est une bonne affaire. Oh, très moins cher. Tout le monde est informé. Kit complet Star Times vendu seulement à 13 050 francs CFA, disponible dans tout le Congo. Contactez le 06 647 40 40 pour toutes vos doléances. Star Times. Donc, c'est une série de 10 questions que vous poserez. Les réponses doivent être des mensonges. OK. Si vous dites les vérités, pour vous, c'est une vérité. Pour nous, c'est considéré comme un mensonge parce que nous vous demandons de nous mentir. D'accord. Donc, si vous me dites oui, pour moi, c'est non. Si vous me dites non, pour moi, c'est oui. D'accord. OK. Donc c'est un oui ou non. Il y a des oui ou non, des vrais ou faux. OK. On y va. Monsieur Okuno, de ce que nous savons, le Mali n'est pas en guerre, est un pays en paix. Vrai ou faux? Le Mali est un pays en paix. OK. Vous avez compris le principe, non? Affirmatif. D'accord. Alors, cet ouvrage-ci, en fait, cet ouvrage, pour moi, c'est votre thèse, mais sans en être une. Vrai ou faux? Ce n'est pas notre thèse, c'est un ouvrage spécial. J'aurais entendu dire que cet ouvrage, c'est votre porte pour entrer en politique. Vrai ou faux?
Vrai. Non, vous comptez faire de la politique. Oui, je compte faire de la politique. Merci, monsieur. C'est bon, c'est bien d'être sincère. Hein? Ah, mais je pense que c'est pas ça le principe. Alors, dernière question. Les conflits en Afrique ne sont juste une histoire de point de vue et d'ethnie. Vrai ou faux? On est toujours dans la même logique? Oui. Vrai. Merci. Je vous en prie. C'est une question sérieuse. Pourquoi tu as mis ça sur vrai ou faux? Ah non! Sérieux, c'est... Mais non, il fallait mettre ça de l'autre côté. Mais on est en train de tourner. Ah ouais, ça tourne? Ça tourne. Mais bon. Non, c'est bon, on a fini. Si c'est une question sérieuse, donc vous estimez que les guerres en Afrique, ce sont des guerres plus que ethniques, c'est plus des questions d'ethnie et de point de vue. Vous savez, si on veut comprendre un conflit sur cette base, on risque rapidement d'aller en besogne. D'accord. Parce que pour comprendre un conflit, il faut évidemment se questionner sur beaucoup de facteurs. Le conflit, par exemple, qu'on a au Mali et au Sahel globalement, n'a pas les mêmes origines ou la même structuration que le conflit qu'il y a en RDC. Donc, le conflit au Mali n'est pas considéré comme le conflit en RDC. C'est ça? Alors déjà, ce n'est pas les mêmes dynamiques. C'est vrai qu'il y a quelques aspects, de ce conflit qui sont similaires. Mais déjà, la cause directe du conflit n'est pas la même. Dans le contexte du Sahel, il s'agit d'une intervention occidentale en Libye qui a donné lieu à la chute d'un régime qui avait une sorte de mainmise sur certains groupes rebelles qui intervenaient dans le Sahel par le passé. D'accord. C'est la chute de Kadhafi qui a fait que ces anciens rebelles puissent faire un U-turn, décider de rentrer au pays, avec un objectif, créer un État indépendant. Mais quand nous prenons la dynamique, d'autres dynamiques sur le votre livre, ce groupe-là, c'était notamment les Touaregs. Je ne dirais pas des Touaregs, parce que vous savez que le Mali a son 5e cycle de rébellion. Au départ, il y a eu la rébellion Touareg, mais aujourd'hui, quand vous arrivez au Mali, vous essayez de comprendre le Mali. Le nord du Mali n'est pas habité que par les Touaregs. Il y a les Arabes également. Et parmi les milices qui existent dans ces zones, y compris les groupes djihadistes qui opèrent dans ces zones, il n'y a pas que des groupes Touareg. C'est pourquoi il ne faudra pas vouloir en faire une crise Touareg. Pour ce qui est de Mopti, du centre du Mali, nous avons à la fois des groupes Touareg, certes, qui étaient là, qui sont arrivés dans cette zone à la suite de ce que nous avons connu en 2012, mais il y a également des milices Peul. Il y a aussi des milices Dogon. Il y a aussi des milices Bambara. Ce qui signifie qu'on ne peut pas juste dire qu'il s'agit d'une question Touareg. La question de la RDC, elle est un peu plus complexe. Elle est un peu plus complexe parce qu'aujourd'hui, il est établi qu'il y a intervention d'autres pays voisins qui agissent directement dans ce conflit, sans compter la présence des puissances occidentales, des puissances étrangères, je dirais, qui interviennent également en RDC. Mais quelle est la revendication de ces groupes qui interviennent séparatistes en RDC? En RDC, nous ne parlons pas du djihadisme. Hein. Non, nous parlons de... Ils sont plutôt portés sur le nationalisme, ils veulent être intégrés en tant que Congolais. Une revendication au patriotisme. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est important de voir que la dynamique de ces situations conflictuelles... Donc, par rapport à ma question, donc, les conflits en Afrique ne sont pas juste une question d'ethnie, ni de point de vue. Mais il y a plus d'autres... Il y a vraiment un enracinement différent de ces conflits-là qui fait que c'est pas juste le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il ne s'agit pas d'une zone géographique autant que telle, ou d'une tribu, ou d'une ethnie. Mais il faut aller, je dirais de manière profonde, chercher à comprendre les revendications réelles, les besoins des communautés. Parce que les conflits civils sont nourris par des besoins des communautés qui se sentent marginalisés, qui se sentent,
je dirais, laissés pour compte très souvent par le gouvernement central. En tout cas, cette question-là, je pense qu'on pourra faire toute une émission dessus, on pourra discuter, et surtout sur ce que vous avez noté, le PIB. Moi, j'ai bien retenu les positions, les intérêts et les besoins. Et chacun de nous, on a souvent des positions, des intérêts, des besoins particuliers qui sont attribués à chaque... Ce qui fait que un État, si on cherche à comprendre le PIB de tout un chacun, je pense qu'on n'aurait pas d'État. On aura des pays, des blocs de morceaux de pays où chacun, par rapport à ses besoins, ils sont en communauté. Bon, ça, on va en discuter, on va en parler. Sur ce point, si vous le permettez, Oui. Vous savez qu'il est de la responsabilité de l'État Oui, de s'assurer du bien-être de sa population. exactement. Pas sur une base ethnique. Mhm. Chaque communauté, chaque partie de la population a besoin de se sentir à l'aise, avoir accès à l'électricité, avoir accès à l'eau, avoir le même accès, l'accès égal aux opportunités d'emploi, sur le marché, ainsi de suite. Et c'est à l'État de garantir tout cela. Mais quand l'État, je ne dis pas que c'est la réalité partout, mais quand l'État n'arrive pas à garantir ces éléments de base à sa population, mais qu'une tranche de la population se retrouve en train de jouir des ressources du pays au détriment des autres, ça crée des frustrations. Est-ce que ça ne vous dirait pas d'entrer réellement en politique? Non, nous n'avons pas d'objectif politique. Mais vous semblez bien vouloir défendre les causes des plus démunis. C'est déjà un appel à la politique, ça. Vous savez, il est de notre responsabilité à nous tous de travailler pour le bien-être de nos communautés. Que l'on soit humanitaire, que l'on soit politique, que l'on soit homme d'affaires, que l'on soit écrivain, que l'on soit académicien. Toute notre action converge à cela. Et c'est notre devoir à la fois moral, mais aussi historique et social. D'accord. Alors, pour terminer notre émission, nous terminons généralement par un coup de cœur. Et le coup de cœur, c'est une chanson. C'est généralement, nous, on préfère une station de chanson. Donc, ça peut être une chanson gospel ou pas gospel, internationale ou nationale. Peu importe l'origine de la musique. Est-ce qu'en ce moment, M. Terja, quand il travaille, il a un coup de cœur, une chanson qu'il écoute? Ah oui, mais la chanson que j'écoute quasiment tous les jours et en boucle, c'est Faceless. Faceless. C'est de qui l'auteur? Alors, c'est de l'artiste ou l'auteur? Venus. Venus. Alors non, je ne le connais pas. Vous ne connaissez pas? Non, non, malheureusement. Oh my On goodness. va terminer sur cet artiste américain, congolais, malien, Niger. Niger. I think so, yeah. Ok. Bon, voilà. Alors, dernière petite question pour qu'on termine. Je crois que c'est la dernière question. Frère. Oui, c'était la dernière question, mais juste par rapport au livre, comment on peut se procurer ce livre? Alors, déjà, le livre, il est disponible aux éditions L'Harmattan, Oui. dans toutes les capitales africaines. Toutes les capitales Toutes les capitales africaines francophones, pour être précis. Oui. Et à Brazzaville, évidemment, c'est aux éditions de L'Harmattan, 6 avenue, comment on dit ça déjà? Nelson Mandela. Avenue Nelson Mandela. Voilà. Voilà, c'était tout pour ta chronique présentée par Djengombe et à mercredi prochain. Peace.